Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'Investigateur Parallèle. Aujourd'hui, on voit Montrejak, l'archéologiste. L'archéologue. Donc Montrejak, volonté de 1, intelligence de 4, force de 2, agilité de 5, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, trait voyageur, réaction. Après que vous avez découvert le dernier indice dans votre lieu, cherchez un soutien charme ou relique parmi les X cartes du dessus de votre deck et jouez-le en réduisant de X son coût. X est la valeur occulte imprimée de votre lieu. Mélangez votre deck, limite d'une fois par round. Signe des anciens +1, gagnez une ressource pour chaque soutien charme et relique que vous contrôlez. Ouais, alors moi j'aurais plutôt traduit ça par pour chaque soutien charme et chaque soutien relique que vous contrôlez. Le soutien n'a pas besoin d'avoir les deux traits. Taille de deck 30, carte truand jusqu'au niveau 3, carte charme et relique jusqu'au niveau 4, carte neutre, et jusqu'à 5 autres cartes chercheurs de niveau 0. Voilà. Alors, comme d'habitude, première chose, les cartes signature, le fidèle fouet. C'est un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, arme et corps à corps, rapide, deck de Montrejak uniquement, avancé. Donc pour rappel, avancé, ça veut dire que ça remplace la version standard de la boîte. Et pour autant que je me souvienne, c'est vrai que j'oublie toujours de revérifier. Les investigateurs parallèles, on peut utiliser seulement le recto parallèle, seulement le verso ou le recto et le verso. Et pour les cartes signature, on peut soit prendre la carte signature normale et la faiblesse perso normale, soit les deux en version avancée, soit les deux en version normale et les deux en version avancée. Voilà. Mais on peut pas prendre l'avantage version avancée, donc celui en général qui donne le meilleur avantage, et la faiblesse perso niveau normal. Voilà. Bref, pour une action combattre, cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force. Vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit d'incliner le fidèle fouet pour infliger +1 dégâts pour cette attaque et échapper automatiquement à l'ennemi attaqué. Alors, la version, je sais jamais comment appeler ça, standard, normal de la boîte, la version initiale, coûtait une ressource de plus, avait moins d'icônes, ne donnait pas un bonus de +2 pour le combat, et il fallait choisir entre soit le dégât, soit l'évasion automatique. Donc on a quand même un gros boost. Montrejak avec son fouet, il peut combattre avec une valeur d'agilité de 7. La faiblesse perso, secret enfoui, avancé, révélation, mettez secret enfoui en jeu dans votre zone de menace. S'il est possible d'enquêter dans votre lieu, vous ne pouvez pas vous déplacer, sauf par des effets de carte scénario. Donc vous êtes bloqué dans votre lieu, sauf si le scénario vous déplace de force. Ou si vous ne pouvez pas enquêter dans votre lieu. Ce qui veut dire, je pense, que s'il y a une porte verrouillée sur votre lieu, ça vous affranchit de résoudre secret enfoui. Bref. Comment vous débarrasser de cette carte qui vous empêche de vous déplacer? Pour 2 actions, enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, défausser secret enfoui. La version originelle, ça coûtait qu'une action. Et en cas d'échec, vous aviez la possibilité de subir des horreurs pour le remélanger dans votre deck. Autrement dit, version originelle, vous pouviez vous dire « Je dépense l'action et je sais que je ne l'ai plus en jeu pendant un certain temps parce que pire des cas, je me prends 2 horreurs et je le remélange dans mon deck. » Cette version, c'est il faut obligatoirement dépenser 2 actions et si vous ratez, il faudra continuer à essayer. Donc c'est beaucoup plus sévère. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de remarques globales sur l'investigateur. Bon. Il est bon en agilité, il est très bon en agilité, il est bon en intelligence. Il va a priori jouer sur les charmes et les reliques. Il a accès à tous les charmes et toutes les reliques sauf celles de niveau 5. Voilà. Justement, on va voir les cartes auxquelles il a accès.
truand jusqu'au niveau 3, neutre, charme et relique jusqu'au niveau 4, et 5 autres cartes chercheurs de niveau 0. Les cartes truands auxquelles il a accès, il y en a tout plein, hein. Je vais pas les détailler. Les cartes charme et relique, il y en a quand même, 121 apparemment. Gardien, chercheur, survivant, truand, mystique. Il y a aussi du neutre, bon, ok. Alors, parmi les charmes et reliques, miroir sacré, que moi j'aime beaucoup. Bon, j'ai mentionné plein de fois, hein, une carte qui vous donne 3 cartes liées qui peuvent soigner 2 dégâts et ou horreurs et être mélangées dans le deck, ou 3 dégâts et ou horreurs puis être défaussées. On a le journal des rêves. Alors les 3 versions. Donc pour rappel, journal des rêves, une fois étudié, il vous donne au début de votre tour essence onirique. Essence onirique, c'est une carte compétence avec 2 icônes libres, mais chaque version du journal des rêves vous donne une situation dans laquelle essence onirique gagne 2 icônes libres. Il y a la version qui vous dit quand vous êtes engagé avec un ennemi, 2 icônes libres de plus. La version qui vous dit votre lieu a une valeur occulte d'au moins 4, et la version qui vous dit vous avez au moins 8 cartes en main. Le totem macabre. Amélioré, version chercheur. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Donc ça vous aide à réussir les tests de compétences et ça vous fait piocher pour piocher d'autres compétences. Baguette de sourcier, c'est donc dans le cycle les clés écarlates. Alors, je mentionne celle-là, mais en fait dans le cycle les clés écarlates, il y a 3 charmes, un pour l'enquête, un pour le combat, un pour l'évasion. On teste soit la volonté, soit la compétence normale pour ça, et soit on met de la fatalité pour avoir un bonus, soit sous condition on peut retirer toutes les fatalités qu'il y a dessus. Voilà. La canne épée, version améliorée, c'est rapide, après que ça entre en jeu, soit... il n'y a pas de choix. Après que ça entre en jeu, on peut infliger un dégât à un ennemi engagé avec soi, et ensuite on peut immédiatement déclencher la capacité d'action sans payer son coût en action, à savoir... Inclinez la canne épée, combattre, échapper à. Vous avez le droit d'utiliser votre volonté à la place de votre force ou de votre agilité pour cette attaque ou tentative d'évasion, et vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test. Voilà. Donc une bonne carte bien polyvalente pour tuer les petits ennemis, pour se débarrasser des plus gros, en utilisant la compétence la plus favorable. Les cartes chercheurs auxquelles il a accès, bon, il y en a tout plein. Je sais pas, on peut mentionner Hyper Conscience qui booste son intelligence ou son agilité. Le sérum d'amplification des rêves si on veut jouer du deck main pleine. Par exemple en combinaison avec le totem macabre qui fait piocher. Et le journal des rêves version rêve d'un enfant qui vous donne un avantage si vous avez 8 cartes en main ou plus. Il y a la perfection vient de l'entraînement qui vous permettra de tutorer une compétence entraînée. Et en truand, il y en a pas mal. Voilà, je les ai mises là. Hein. Je suis en train de regarder. Ah oui, c'est celle auquel il a accès. Voilà, il a accès à toutes ces compétences qui ont le trait entraîné. Par contre, les cartes auxquelles il n'a pas accès. Les cartes truand de niveau 4 ou 5, et toutes les cartes chercheurs de niveau A5. Voilà, ça c'est si on compare cette version-là avec la version de la boîte. Carte truand niveau 4 ou 5, il n'y en a pas tant que ça. Il peut y avoir comme intéressante, je pourrais dire assez... Comme cartes qui peuvent se retrouver dans pas mal de decks, il y a par exemple Chuck Fergus. Voilà, Chuck Fergus, je sais pas, série gagnante, ou Trompe la mort, voilà. Ah tiens, j'avais oublié que j'avais détaillé, voilà, Chuck Fergus.
Si vous faites un deck avec des événements tactiques ou ruses, par exemple, je crois il y a se faufiler, il y a coup bas, etc. Chuck Fergus il vous donne rapide, 2 ressources de coût diminué de 2 ou 2 à la, plus 2 à la valeur de compétence. Voilà, on choisit 2 de ces 3 options. On peut pas voir dédoublé. Alors dédoublé, après avoir joué un événement, on incline dédoublé, on joue de nouveau l'événement. Ça peut être notamment très efficace dans des decks qui utilisent des événements pour gagner plein de ressources d'un coup. Notamment série gagnante de niveau 4. Je crois qu'elle coûte 3 et qu'elle rapporte 10. Donc on dépense 3, on gagne 10. Avec des doublés, on redépense 3, on gagne 10. Et au final, on a fait un bénéfice de 14 en une action. Voilà, c'est ça, 3 à 10. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on va en faire pour l'enquête ? Pour l'enquête, il y a déjà montré lui-même. Ensuite, toutes les cartes truands d'enquête classiques, par exemple outil de crochetage et trousse de cambrioleur. Lola Santiago ou Genet Bourgard plus forcer l'entrée. Et quelques charmes ou reliques comme lunettes prismatiques, baguette de sourcier ou boussole surnaturelle. Montré Jack, il a 4 en intelligence. C'est bon. C'est pas génial, mais c'est bon. Voilà. Toutes les cartes truands qui servent à l'enquête ou au gain d'indice. Tout ça. Outil de crochetage, il enquête avec une valeur de compétence de 9. Bon, ok. Trousse de cambrioleur, il enquête soit avec son agilité, soit avec son intelligence. S'il réussit, gagne une ressource. Version de niveau 3, il a un bonus de plus 1 à sa compétence. Et s'il réussit de 2 ou plus, il regagne 2 ressources. Donc ça sera déjà, ça aide à enquêter et en plus, ça fait gagner des ressources si on veut jouer un deck truand friqué. Lola Santiago, le classique, déjà elle permet d'acheter des indices. Elle booste l'intelligence, elle booste l'agilité, et en truand, ça veut dire que potentiellement vous avez plus 2 sur une enquête. Genet Bourgard, voilà, elle booste pareil les 2 compétences, et lors de votre tour, après vous êtes déplacé vers un lieu, inclinez Genet Bourgard, déplacez un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu, ou vice versa. Donc vous quittez un lieu qui a une valeur occulte élevée pour entrer dans un lieu qui a une valeur occulte plus faible, vous amenez un indice avec vous, et maintenant c'est plus facile de le trouver. Forcez l'entrée, vous enquêtez, vous ajoutez votre agilité, ce qui fait que vous enquêtez avec une valeur de compétence de 9, 11 si vous avez un des 2 alliés qu'on vient de montrer. Si vous réussissez avec une différence de 1 ou plus, vous échappez automatiquement à un ennemi dans le lieu. Et si vous réussissez avec une différence de 3 ou plus, vous renvoyez forcer l'entrée dans votre main. À la fin du tour. Ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, donc vous avez une carte qui potentiellement, chaque tour, vous donne un indice et une évasion. Voilà, alors les charmes et les reliques qui servent à l'enquête et au gain d'indice. Lunettes prismatiques, donc ça plutôt dans un deck maudit. Action, ajoute un pion maudit à la réserve du chaos, enquêtez. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si un pion maudit est révélé lors de cette enquête, vous avez le droit d'incliner les lunettes prismatiques pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu. Vous vous donnez des pions maudits, à vous de voir ce que vous en faites, et potentiellement vous avez 2 indices en une action. Baguette de sourcier, voilà que j'ai mentionné tout à l'heure. Soit on met de la fatalité dessus pour se déplacer puis enquêter. Et si on trouve, et la version de niveau 4, c'est on gagne également plus de la valeur de compétence. Et sinon, si l'enquête vous permet de découvrir le dernier indice du lieu, vous redressez la baguette, ce qui vous permettra de réutiliser son effet de déplacement, et vous retirez toutes les fatalités qu'il y a dessus. La boussole surnaturelle, action, vous l'inclinez, vous enquêtez, votre lieu perd X de valeur occulte pour cette enquête, X est le nombre de lieux révélés connexes à votre lieu.
Donc voilà, intéressant dans les scénarios, avec plein de lieux connexes les uns aux autres. Maintenant, la gestion des ennemis. Tout d'abord montrer lui-même, par l'évasion. Ensuite le fidèle fouet. Ensuite les événements truands. Attaque par derrière, coup bas, se faufiler. Les armes à feu qui utilisent l'agilité. Tiens, j'aurais dû mettre ça au pluriel, tiens. Les armes à feu qui utilisent l'agilité et ou tireur d'élite. De l'évasion plus combat déloyal, ce que moi j'appelle généralement le combat par l'évasion plus Delilah O'Rourke. Et enfin quelques charmes et reliques comme cadran des anciens, disque dit Zamna, canne épée et lame enchantée. Donc voilà, montrer Jack, il a 5 en agilité. Ben voilà, rien de plus à dire. Le fidèle fouet. Alors vous combattez, vous utilisez votre agilité, donc 5, vous gagnez plus 2, vous êtes à 7. Donc déjà vous attaquez à 7. Si vous ratez, vous ratez, mais si vous réussissez, comme c'est un combat réussi, vous infligez 1 dégât, vous pouvez également choisir d'incliner le fidèle fouet, sachant que vous pouvez combattre avec même s'il est incliné, soit pour infliger plus 1 dégât, pour infliger plus 1 dégât et pour échapper à l'ennemi. Donc, une attaque réussie avec le fidèle fouet, vous pouvez faire 2 dégâts, et vous désengager et échapper automatiquement à l'ennemi. Voilà, donc c'est une très bonne arme de combat, et le fait d'échapper automatiquement, on en reparlera plus tard. Alors les événements truands classiques de combat et d'évasion, attaque par derrière, vous combattez avec votre agilité et vous infligez 3 dégâts en une action. Version de niveau 3, si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous le renvoyez dans votre main à la fin du tour. Coup bas, vous combattez en ajoutant votre agilité, ce qui vous fait combattre avec 7. Vous combattez à 7. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous échappez automatiquement à l'ennemi. Version de niveau 2. Il suffit de réussir de 1 ou plus, et si vous réussissez de 3 ou plus, vous le renvoyez dans votre main à la fin du tour. Se faufiler, vous échappez en ajoutant votre intelligence, donc vous faites une tentative avec une valeur de compétence de 9. Vous réussissez de 2 ou plus, et l'ennemi est non élite, il ne se redresse pas pendant la phase d'entretien. Si c'est version de niveau 2, il suffit de réussir de 1 ou plus, et si vous réussissez de 3 ou plus, vous le renvoyez dans votre main à la fin du tour. Alors, les armes à feu en truand, il y en a un certain nombre, mais en l'occurrence, celles qui vont nous intéresser, il y a le British Bulldog. Alors j'ai montré directement la version de niveau 2. Il a 3 munitions, vous combattez, vous pouvez utiliser votre agilité, et vous gagnez plus de votre valeur de compétence, donc vous combattez avec une agilité de 7, vous infligez plus 1 dégât, donc 2 dégâts en une action, et vous ignorez le mot-clé distant. Et sa réaction, après avoir échoué un test de compétence en discutant avec un ennemi, mettez en jeu le British Bulldog depuis votre main. Donc vous avez un effet de discussion, je sais pas, pour échapper à un ennemi ou autre, c'est raté, vous faites entrer en jeu cette arme, et ensuite pour une action, vous avez de bonnes chances de faire 2 dégâts d'un coup. Tireur d'élite. Alors au passage, là il y a quelqu'un qui met cette carte, c'est le dernier clou dans le cercueil de tireur d'élite. Voilà, bon. Donc justement, tireur d'élite, un soutien de niveau 3, si vous jouez la liste des tabous, il ne coûte que 2 XP. Ça coûte 2 ressources, c'est un talent, réaction, quand vous utilisez une capacité combattre d'un soutien arme à feu, incliné tireur d'élite, choisissez une option ou les deux. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force. Tous les modificateurs à votre force pour cette attaque modifient votre agilité à la place. Et ou, pour cette attaque, utilisez la valeur d'évasion de l'ennemi attaqué au lieu de sa valeur de combat. Voilà, donc tireur d'élite, ça fait vous prenez n'importe quelle arme à feu à laquelle a accès montré Jack, et il va combattre avec son agilité. Voilà, par exemple, il va combattre à la Thompson. Si je me souviens bien, la Thompson donne un plus 2. Donc avec la Thompson, il combattra avec une agilité de 7. Ah oui, le 25 automatique. 25 automatique de niveau 2.
Action, dépenser une munition, combattre. Si l'ennemi attaqué est incliné, vous gagnez plus 2 en force, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Réaction, après que vous avez échappé un ennemi dans votre lieu, effectuez la capacité combattre ci-dessus sans dépenser d'action. Donc, ça par rapport à tireur d'élite. Par exemple, vous échappez, peu importe le moyen, à un ennemi. Ça déclenche la réaction du 25 automatique. Vous décidez d'utiliser la réaction de tireur d'élite. Et donc maintenant, le 25 automatique vous dit, vous combattez, vous dépensez une munition, vous combattez, comme vous avez échappé à l'ennemi, il est incliné. Grâce à tireur d'élite, vous combattez avec votre agilité. Le 25 automatique vous donne plus 2 et vous infligez plus 1 dégât. Donc vous combattez avec une valeur d'agilité de 7 et en cas de réussite vous faites 2 dégâts. Combat déloyal. Combat déloyal, limite de 1 par investigateur. Tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Réaction. Après que vous avez échappé à un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi. Ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Et est-ce que j'ai remis le fouet? Non. Donc voilà, vous combattez avec le fouet. Donc test avec une valeur de compétence de 7. Vous réussissez. Vous inclinez le fouet, vous faites un 2e dégât. Vous échappez automatiquement à l'ennemi. Vous déclenchez, vous inclinez combat déloyal, vous gagnez une action de combattre contre cet ennemi, vous avez un plus 2 vu que l'ennemi est incliné, vous pouvez réattaquer avec le fouet, parce que on peut combattre même s'il est incliné, donc valeur d'agilité de montrer Jack, 5, boost du fouet 2, ça fait 7, boost de combat déloyal, ça fait 9. Par contre, pour cette attaque, vous ne pouvez plus l'incliner, donc vous ne ferez qu'un dégât. Mais ça veut dire qu'en une action, vous pouvez faire 3 dégâts. Point intéressant aussi, Delilah O'Rourke, ça vous booste votre force et votre agilité. Donc déjà ça c'est bien. Et capacité déclenchée, inclinez Delilah O'Rourke et dépensez X ressources. Choisissez un ennemi dans votre lieu, infligez 1 dégât à l'ennemi choisi, 2 dégâts à la place si cet ennemi est incliné, X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Donc ça ne coûte pas d'action. L'ennemi vous l'avez incliné avec le fidèle fouet ou un autre effet de carte. Et ce que je disais juste avant, maintenant ça devient en une action 2 dégâts plus évasion automatique, plus 1 dégât, plus 2 dégâts en payant le bon nombre de ressources, voilà. Une seule action dépensée pour vous débarrasser de l'ennemi, et il a subi 5 dégâts. Les charmes et reliques. On a le cadran des anciens version signe d'une aberration. Étudier, limite de 1 par deck, utilisation 4 charges. Action combattre ou échapper à. Quand vous révélez un pion KO lors de cette attaque ou tentative d'évasion, vous avez le droit de dépenser une charge pour annuler ce pion, le renvoyer dans la réserve du chaos et en révéler un nouveau. Si vous avez le droit de le... Vous avez le droit de le faire n'importe quel nombre de fois. Si ce test est réussi, infligez 1 dégât à l'ennemi ciblé. Alors attendez que je m'embrouille pas. Donc vous combattez ou vous échappez. Si vous réussissez, vous avez l'effet du combat ou de l'évasion. Vous pouvez remplacer le pion KO qui vous fait échouer par un autre pion KO. Donc ça augmente vos chances de réussite. Vous pouvez le faire plein de fois, donc vous avez vraiment très peu de risque de rater. Mais vous pouvez remplacer le pion que 4 fois par partie. Et si vous réussissez le test, vous infligez 1 dégât. Donc soit vous combattez et vous infligez 2 dégâts, soit vous échappez et vous infligez 1 dégât. Le disque d'Ilzamna, version niveau 0. Réaction, quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Ilzamna, échappez automatiquement à l'ennemi ou infligez lui 2 dégâts. Et lui échapper va déclencher combat déloyal. La version de niveau 2, elle permet de défausser un ennemi non élite. La canne épée, je l'ai mentionné tout à l'heure. Pentacle d'Onyx, c'est comme la baguette de sourcier, mais en version échappée.
Enfin, évasion, quoi. La serve de cérémonie, ben, c'est la version de combat. Et voilà. Alors maintenant, on va passer à l'économie. Ah bah dis donc, j'avance au pas de course pour le moment. Donc l'économie, déjà montrer Jack lui-même, les cartes truands classiques, les cartes chercheurs notamment pour la pioche, Wheaton Green et les reliques ou charmes, enfin des reliques et charmes comme Dandesli, Totem Macabre, Patte de Lapin ou Joyau d'Auréolus. Ah, j'ai oublié de mettre montrer Jack. Donc montrer Jack, et ben il y a sa réaction. Vous découvrez le dernier indice d'un lieu, vous tuterez un charme ou une relique. Donc, ben voilà, tuterez, c'est des cartes piochées plus rapidement. Les cartes truands, ben série gagnante. Alors il n'a pas accès à la version niveau 4, mais version niveau 2, une action, il paie 5 ressources, il gagne 10 ressources. En une action, il a fait un bénéfice de 5 ressources. Oula, ça rame un peu. Grégory Gris, bon, une carte que moi j'adore. Un allié qui a une utilisation 9 ressources, réaction, quand vous initiez un test de compétence, dépensez jusqu'à 3 ressources de Grégory Gris. En cas de réussite avec une différence au moins égale à ce montant, gagnez un nombre équivalent de ressources. Vous dites, je pense que je vais réussir mon test d'au moins 2. Vous dépensez 2 ressources de Grégory Gris. Vous réussissez effectivement le test d'au moins 2, vous avez gagné 2 ressources. Voilà, donc ça c'est pour un deck friqué ou deck réussite par X ou plus, a priori. Les cartes chercheurs, qu'est-ce que j'ai mentionné? L'assistante de laboratoire. Elle entre en jeu, elle vous fait piocher 2 cartes. Elle vous permet d'augmenter votre taille limite de main de 2. Encore une fois, avec mon trait de Jack parallèle, vous pouvez faire un deck main pleine. Jérémia Kirby, plus 1 en intelligence. Réaction, après que Jérémia Kirby est entré en jeu, choisissez pair ou impair, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, piochez chaque carte dont le coût correspond à l'option choisie. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Si vous arrivez à faire un deck avec 100% de cartes qui ont un coût en ressources pair, et 0 cartes sans coût, par exemple 0 cartes compétences, bon, c'est improbable, mais il y a toujours des gens qui y arrivent. Jérémia Kirby vous dit quand il entre en jeu, piochez 5 cartes. Voilà. Sérum d'amplification des rêves, bon je le présente plus pour un deck main pleine. Wheaton Green, alors vous avez accès uniquement à la version de niveau 0. Elle tuteur les livres et les reliques, et vous faites peut-être un deck plein de reliques. Et elle booste votre intelligence. Niveau charme et reliques, Dandesli, ça vous donne plus en volonté, plus en agilité. Bon un boost en agilité c'est toujours bon à prendre pour montrer Jack. Réaction, après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise, inclinez la Dandesli, piochez une carte. Totem Macabre, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais voilà, je crois. Donc vous attribuez une carte compétence, vous inclinez le totem, vous dites il y a un icône de plus sur cette carte, vous réussissez le test, vous piochez une carte. Patte de Lapin, si vous ratez un test de compétence de X, vous tuterez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck. Joyau d'Auréolus, après qu'un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, vous l'inclinez, vous piochez une carte où vous gagnez 2 ressources. Ok, et voilà, c'est ce que j'avais noté. Et au final, on arrive au deck. Alors j'ai fait uniquement le deck à XP, j'ai pas fait le deck de début de campagne. Et puis j'ai pas fait donc d'ordre d'amélioration des cartes. C'est un deck solo, c'est un deck à 37 XP. Je voulais initialement faire un deck à 35 XP, puis je me suis dit, allez hop, je rajoute dans le vif du sujet, et voilà, 37 XP. Alors, ce deck-là, je l'avais commencé il y a très longtemps, je l'ai fini ce matin. Et en fait, le truc c'est que mon trait Jack, il joue avec les charmes et les reliques, mais moi quand j'ai réfléchi à son deck, j'ai pas trouvé comment faire un deck plein de charmes et de reliques. Donc il y en a que 2 dans le deck, voilà.
Concrètement, qu'est-ce qu'on a dans le deck? La trousse de cambrioleur. Vous enquêtez de niveau 3. Vous enquêtez avec votre agilité et une valeur de 6. Et si vous réussissez, vous gagnez une, voire 2 ressources. Étui à cigarette porte-bonheur. Vous réussissez un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, vous l'inclinez, vous piochez une carte. Totem macabre, je viens d'en parler. Donc là on voit déjà 3 cartes qui incitent à réussir largement. Sachant qu'on va essayer de faire plein d'effets en utilisant son agilité. Manteau élégant, réaction quand vous gagnez une ou plusieurs ressources lors de votre tour grâce à l'effet d'une autre carte joueur, inclinez le manteau élégant, gagnez une ressource supplémentaire. Et par exemple, vous réussissez une enquête avec la trousse de cambrioleur, vous gagnez une ressource, voire 2, avec le manteau élégant, une supplémentaire. Delilah O'Rourke, elle booste votre force, mais surtout votre combat. Et puis donc elle peut permettre de faire des dégâts sans test, surtout si l'ennemi est incliné. Lola Santiago, elle booste intelligence mais surtout agilité, et elle permet d'acheter des indices. Par contre il faudra avoir assez de ressources. Combat déloyal, vous combattez au fidèle fouet, vous réussissez l'évasion automatique, vous avez une attaque bonus. Donc je l'ai mentionné tout à l'heure, Fidèle fouet plus Delilah O'Rourke plus combat déloyal. Si vous avez les ressources, en une action vous avez infligé 5 dégâts à un ennemi. Flambeur. Vous dépensez 3 ressources et vous l'inclinez. Vous gagnez plus de votre valeur de compétence pour ce test. En cas de réussite, vous gagnez 3 ressources. Alors ça c'est pour avoir de bons bonus. Si tout se passe bien, vous donnez un plus 2, vous réussissez, donc vous récupérez les ressources que vous venez de dépenser. Ça peut vous permettre de réussir de 2 un test de toucousse de cambriolage. Ça peut donc vous permettre de déclencher l'étui à cigarette porte-bonheur. Et le fait de regagner les ressources déclenche le manteau élégant. Et vous permet donc de faire un bénéfice. Un charisme pour avoir les 2 alliés en jeu. Un chasseur de reliques pour avoir les 2 accessoires en jeu. Dans le vif du sujet. Braquage, certes ça vous coûte 2 actions, mais ça vous permet de gagner, de faire un bénéfice de 6 ressources. Notamment pour payer les effets de Delilah O'Rourke et de Lola Santiago. Forcer l'entrée pour les enquêtes difficiles. Et voilà, donc vous enquêtez, vous avez de bonnes chances de réussite. Si tout se passe bien, vous échappez automatiquement à l'ennemi. Ce qui déclenche combat déloyal, ce qui vous permet de combattre avec le fidèle fouet. Et le fidèle fouet, vous l'inclinez, vous infligez 2 dégâts. La perfection vient de l'entraînement pour tutorer une des... combien elles sont? Une des 12 compétences entraînées qu'il y a dans le deck. Un exemplaire de révélation stupéfiante parce qu'il n'y en avait pas plus. Parce qu'il pouvait pas mettre plus de cartes chercheurs dans son deck, je veux dire. C'est vrai qu'initialement, ça c'était pour recharger en secret une carte que j'ai retirée du deck, mais c'est toujours la possibilité. J'utilise la perfection via de l'entraînement, pouf, 2 ressources gagnées. Manteau élégant, allez hop, une 3e ressource. Se faufiler est bien de l'évasion facile et un ennemi qui se redresse pas tout de suite. Encore une fois, ça déclenche combat déloyal, et donc derrière on peut combattre au fidèle fouet. Donc avec se faufiler, vous échappez avec une valeur de compétence de 9, voire 12 si vous avez vos 2 alliés en jeu. Et derrière, vous combattez avec le fidèle fouet avec une valeur de compétence de 9. Et évidemment, vous avez Delilah O'Rourke pour acheter des dégâts. Tapez dans la fourmilière, vous allez chercher un ennemi non élite. Alors évidemment, s'il n'y en a pas, vous êtes fait avoir. Vous le mettez dans votre lieu, engagez avec vous, vous découvrez un indice, vous gagnez des ressources. Et maintenant, il vous reste a priori encore 2 actions pour utiliser forcer l'entrée, ou se faufiler, ou le fidèle fouet pour échapper à cet ennemi.
Et puis les ressources gagnées, par exemple, ça peut payer l'effet de Lola Santiago pour avoir un autre indice, ou de Delia O'Rourke pour achever l'ennemi. Voilà. Les compétences casse-cou de niveau 2. Après avoir attribué casse-cou à un test de compétence, révélez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révéliez une compétence truand que vous pouvez attribuer à ce test. Sachant que les autres compétences truands ont des icônes libres. Ah non, pardon, porte-flingue et un icône d'agilité. Attribuez-la, mélangez dans votre deck chaque autre carte révélée. Donc, par exemple, j'enquête avec la trousse de cambrioleur. J'attribue casse-cou. Je révèle des cartes du dessus de mon deck. Je finis par révéler élan. J'attribue les deux. Donc je fais un test avec un bonus de +2. Et effet d'élan. Si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite, jusqu'à un maximum de 3. Donc vous faites une enquête avec la trousse de cambrioleur, vous avez un bonus total de +3, mais tant que vous réussissez de 2, vous avez 2 ressources. Comme vous avez réussi de 2, le prochain test que vous effectuez a une difficulté réduite de 2, vous réenquêtez avec la trousse de cambrioleur, vous réussissez de nouveau de 2, vous regagnez de ressources. Et si vous aviez le manteau élégant en jeu, vous avez gagné au total 5 ressources. Déduction, un classique. Maîtrise, si vous vous retrouvez à combattre avec votre force, c'est pas... Comment dire, comme vous partez d'une valeur de base de 2, passer à 4, ça va être limite, mais vous avez le reste. Par exemple, vous pouvez le combiner avec casse-cou ou avec élan, ou justement élan. Enfin, vous avez utilisé élan pour un test précédent, et maintenant, comme la difficulté est réduite, maîtrise suffira. Voilà. Opportuniste de niveau 2. Un classique. Vous attribuez les deux à un test de compétence, idéalement. Ça vous donne +2. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous les récupérez toutes les deux en main. Ah oui, et j'ai oublié de rappeler, une fois par round, vous avez la possibilité d'utiliser le totem macabre pour donner un icône à votre carte compétence. Perception 1 classique et porte-flingue. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts à ce tour, infligez-lui un dégât supplémentaire. Alors, pour avoir l'effet bonus, il faut faire une tentative d'évasion. Je sais pas, par exemple un se faufiler. Se faufiler, on attribue porte-flingue, on réussit, on a échappé à l'ennemi, il ne se redresse pas tout de suite, combat déloyal, on vient d'échapper à un ennemi, donc on l'incline, on combat avec le fouet, on incline le fouet pour faire un deuxième dégât, et avec porte-flingue, on fait un troisième dégât. Par exemple. Et voilà. Alors je vous cache pas que ce deck, il est... Je sais pas comment dire, il a été fait un petit peu à la hâte, j'en suis pas super satisfait, je trouve qu'il est pas assez focalisé sur un truc. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé, je trouve que mon Jack parallèle, c'est dur d'exploiter à fond les charmes et les reliques, parce qu'il va y avoir des trucs qui occupent les emplacements d'accessoires, et on peut pas... mettre 2 chasseurs de reliques dans un deck, ça coûte cher. Y a des charmes qui jouent sur les pions bénis, sur les pions maudits, pardon. Il y en a qui jouent sur les fatalités. Mon Jack, il a son effet pour tutorer. Donc ça serait bien de pouvoir mettre dans son deck 3 copies de révélation stupéfiante. Mais si on fait ça, on bouffe 3 de ces 5 emplacements de cartes pour des cartes chercheurs de niveau 0, ce qui nous prive de déduction, par exemple. Donc voilà, c'est pas un deck que je trouve génial, mais c'est ce que j'ai vu. Voilà, donc ça c'était celui-là, et le prochain
prochain que je présenterai, ça sera Rex Murphy, et c'est pareil, j'ai pas été trop convaincu. Voilà, donc je sais pas quand je le diffuserai, mais je finirai par le faire. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires et à dire si vous avez déjà joué mon Trade Jack et si vous l'avez trouvé efficace avec un deck très différent de celui que je propose. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.